Alors, avec 2 ans de retard, j'accueille Pierre Lavoie. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas le Pierre Lavoie des cubes d'énergie. Non, encore plus en forme. Je sais pas ce que ça veut dire. Je dis 2 ans de retard parce que vous avez sorti un essai que je suspecte être votre thèse de doctorat. Oui, qui est en fait une version adaptée Voilà. de ma thèse. 1000 après 1000, célébrité immigration dans le nord-est américain, publié chez Boréal. Et c'est vraiment un essai, puis je suis content parce que j'ai dû me replonger dedans pour préparer l'entrevue, un essai passionnant sur ce que j'aime de l'histoire en général, c'est-à-dire refaçonner une image qu'on se fait du passé. Au départ, je me souviens que au début de mon cheminement de doctorat, les questions qui m'intéressaient, c'était beaucoup sur... vous avez probablement déjà vu passer les essais, notamment de Yvan Lamonde, de Gérard Bouchard, sur la question d'américanité. Oui. Puis ça m'intriguait énormément, cette idée-là d'américanité. J'étais intrigué aussi par le fait que au Québec, il semblait, en tout cas à certains moments de l'histoire au Québec, il semblait y avoir une espèce de confusion entre du vocabulaire associé à l'identité, à la nation, et du vocabulaire associé au jugement esthétique puis à la valeur artistique des choses. Ouais. Donc, en gros, on pouvait dire assez simplement que quelque chose était américain ou américanisé, et tout le monde sait ce que ça veut dire. Ouais. C'est commercial, c'est moins bon, c'est cheap, c'est péjoratif, c'est ça. Ouais. Et c'était un peu ça les questionnements initiaux, donc autour des idées, des notions d'américanité, d'américanisation. Et je me suis mis à travailler avec un spécialiste, Bruno Ramirez, au doctorat, qui est un spécialiste de l'immigration canadienne-française aux États-Unis. Et lui m'a orienté un peu plus vers cette piste-là, qui m'a forcé, moi, à me retourner vers ma propre histoire familiale, me rendre compte que j'avais, moi aussi, les mononcles et ma tante des États. Dans l'histoire officielle du Québec, tous ceux qui ont quitté à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle pour la Nouvelle-Angleterre, pour les États-Unis, c'est des gens qui auraient supposément fui la famine, pas du tout en contrôle de leur destin, et votre livre rappelle que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Oui, parce qu'on peut absolument pas contredire les push and pull socio-économiques, les raisons socio-économiques qui motivent les gens à se déplacer. C'est pas du tout de contredire ça, mais en effet, c'est la question de la nuance. J'aime bien rappeler constamment que 2 choses peuvent être vraies en même temps. Oui, voilà. Et qu'il y a beaucoup de cas, quand on se met à regarder des cheminements individuels, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels il y a des choix. Il y a la fameuse notion en sciences humaines, en sciences sociales, d'agentivité, d'avoir un certain contrôle sur sa destinée, ou du moins d'essayer d'en exercer dessus. Et oui, je pense qu'à travers les différents récits de vie qui composent cet essai-là, on se rend bien compte qu'il y a à la fois des raisons socio-économiques, mais aussi des choix qui peuvent être personnels, qui peuvent être des choix de valeur, qui peuvent être des choix basés sur une certaine ambition aussi carriériste. Un inconfort. Un inconfort, absolument. Aussi d'être ici au Québec à l'époque et de vouloir vivre autre chose aux États-Unis. Vous le faites via le prisme culturel d'un pan aussi culturel qu'on a regardé souvent de haut, qu'on regarde encore de haut, c'est-à-dire les tournées du théâtre vaudeville, le travail de Mary Travers, on va y revenir aussi, parce qu'on l'appelle la Bolduc. En fait, votre essai case des idées reçues qu'on avait même sur la Bolduc. C'est incroyable quand même. Elle est surtout une idée reçue. Oui, la Bolduc, pas Mary Travers. La Bolduc est une idée reçue. On va commencer par un extrait qui donne le ton aussi, parce que vous en parlez dès le début de votre livre. On va aller écouter une entrevue d'une figure mythique de l'univers culturel canadien-français. Est-ce que votre père était né? Léo Alcide Kirouac. Hein? Il est né Léo Alcide Kirouac. Où est-ce qu'il est né dans la province de Québec? Non, il est né à Saint-Hubert, en dehors de Rivière-du-Loup. Oui, dans la province de Témiscouata. Témiscouata, oui, dans le comté de Témiscouata. Et votre mère, c'était Kamouraska, à Saint-Pacôme. C'était l'évêque, je crois. Hein? L'évêque. Vous aviez des frères, des sœurs? J'avais une sœur, Caroline, puis un frère, Gérard. Ils ont tous les 2 morts, là. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont à rire? C'est lui qui demande les questions. Excuse-moi, monsieur. Puis... vous êtes allé à l'école française? Oui, Saint-Louis de France. Et puis, je parlais pas l'anglais avant j'avais 6 ans. Vous n'avez pas appris l'anglais avant l'âge de 6 ans? Oui. Ça veut dire que dans votre famille, on ne parlait pas anglais? On parlait français dans la cabane, dans la maison. Alors, ce n'est pas un boxeur qu'on entend, c'est Jack Kerouac. Ouais. Avec Fernand Séguin. Ouais. 1967. Moi... Tu sais, j'ai mis un extrait aussi, on entend la foule rire. Ouais. Parce que c'est important, ça. C'est pas anodin que les gens rient. Ouais. Moi, ce qui m'a frappé dans cet extrait-là, un peu plus tôt, en début d'entrevue,
Fernand Séguin commence en disant « Vous êtes, même si vous ne le voulez pas, un Franco-Américain. » Donc déjà, on a là un représentant d'une certaine élite culturelle du Québec, canadienne-française, mais peut-être en transition vers une identité québécoise. On est en 67 aussi. On est en 67, les États généraux du Canada français. Bon. Il déclare du haut de sa tribune, vous, même si vous ne le voulez pas, vous n'êtes pas Canadien-français, ni encore moins Québécois, vous êtes Franco-Américain. Première chose. Deuxième chose, ensuite, on a un homme qui a grandi à Lowell, Massachusetts, en français, au départ, qui était à la petite école, comme il disait, en français, mais qui après ça a socialisé presque toute sa vie en anglais. En ce sens, il a un français fantastique. Son français est absolument teinté des idiomes et des accents plus ouvriers de la génération précédente, tout ça, et dans un public. C'est là qu'il y a plein d'enjeux qui rentrent en croisement. Il y a des enjeux culturels, il y a des enjeux socio-économiques, des enjeux identitaires. On a un public, pas n'importe où, on a un public radio-canadien dans les années 60, qui est donc fort probablement métropolitain, éduqué, et on sent une certaine surprise. Justement, on a cette figure-là qui arrive, j'en parle justement à partir de cette notion de célébrité. Donc, il arrive sans qu'on le connaisse vraiment, sans qu'on connaisse vraiment son œuvre, on a l'impression de connaître quelque chose de lui. Et lui, il est la grande littérature américaine. Il est un symbole, il est censé être quelque chose. Et là, il arrive avec l'accent qu'on entend plutôt dans l'est de la ville, à Montréal, et qu'on associe même un peu plus à nos oncles, nos tantes, nos grands-parents. Et le monde glousse dans la salle, ça rit. Il parle de son frère, de sa sœur qui sont morts en bas âge. Les gens rient. Parce qu'il a dit, il a prononcé d'une façon qui semble drôle. Alors, je trouvais que c'était vraiment là, une petite mise en abîme, là, une petite capsule à partir de laquelle expliquer où je voulais que partent tous les filons de mon livre. Combien de Québécois ont quitté pour s'installer en Nouvelle-Angleterre à l'époque? Plusieurs façons de périodiser, puis il y a plusieurs façons de comptabiliser ça, et il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être comptabilisées. Il ne faut pas oublier que le contrôle frontalier, là, même pour les personnes, moi je suis né en 86, et j'ai moi-même connu une période où le contrôle frontalier était moins grand qu'il est maintenant. Ça change, hein? Et aller jusqu'au tournant du 20e siècle, le contrôle frontalier est très, 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 très laxiste. Là. Il y en a à peu près pas. Donc, mettons les statistiques les plus solides, celles qu'on répète le plus souvent, qui après ça sont sujettes à interprétation de différentes façon, mais ils découlent à peu près toutes de la démographe Yolande Lavoie dans les années 70 et les années 80 qui a... On parle là, entre 1840 et 1930 d'environ 925 000 émigrés vers les États-Unis. Mais après ça, c'est que ça ne peut pas comptabiliser tous les allers-retours constants. Constants. C'est ça. Donc, surtout pour les régions frontalières, là, moi, dans mon coin, mettons, je viens du Bas-Saint-Laurent, le Témiscouata, la frontière avec le Maine, ou si on va plus en Beauce, en Estrie, les frontières avec le Maine, le New Hampshire, le Vermont, l'État de New York. Il y a des gens, encore aujourd'hui, qui ont des vies transnationales, qui passent d'un côté et de l'autre. La Nouvelle-Angleterre de l'époque, c'est des petits Canada un peu partout. Parfois, il y a des villes où 80% de la population est d'origine canadienne-française. Donc, il y a des bassins culturels aussi. Fait que les gens s'installent, travaillent 2-3 ans, reviennent, 2-3 ans ici, repartent. Fait au courant de ce presque siècle, il y a ce va-et-vient constant. Ce que j'essaie un petit peu de défaire, sans le nommer directement, mais ce que j'essaie un petit peu de défaire à travers ces exemples-là, c'est la vision périphérique, l'idée de périphérie là, en culture qu'on a à partir d'un cadre d'histoire nationale au Québec, que nécessairement les autres francophonies du Canada et des États-Unis sont des périphéries et que donc nous diffusons vers elles. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, ça circule. Oui, c'est ça. C'est de la circulation. Et bien entendu qu'après ça, il y a des jeux il y a des rapports de force qui s'établissent quand les centres culturels ou les centres de production culturelle les plus importants sont à Montréal. Bien entendu qu'il va y avoir plus de production qui va aller vers ces francophonies-là à l'extérieur du Québec, mais il ne faut pas le penser dans un schéma diffusionniste, à mon avis, mais plutôt dans un schéma circulatoire. Il y a des hiérarchies, mais elles ne sont pas nécessairement... unidirectionnelles ou dans la pratique, dans le sens où elles peuvent être dites, elles peuvent être établies, elles peuvent avoir des incidences socio-économiques et tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'elles empêchent d'autres mouvements. Vous vous intéressez beaucoup au 20e siècle. Il y a deux phénomènes importants. Il y a la naissance, en fait, l'immobilisation des migrants et l'apparition des médias de masse va avoir un impact sur les figures culturelles qui vont être capables de se développer et celles qui vont être mises un peu de côté.
Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les premières décennies du 20e siècle en matière d'immigration en Amérique du Nord en général. Et aux États-Unis, il va vraiment avoir une accélération du contrôle des corps là, aux frontières entre la Première Guerre mondiale et la Grande Dépression. Et donc, progressivement, il va y avoir des mesures qui vont être mises en place. Il va y avoir le Johnson-Reed Act, notamment en 1924, qui va mettre des quotas par nation profondément racistes, qui va perdurer jusque dans les... Il va être amendé un peu dans les années 50, puis après ça dans les années 60. Mais bref, cette espèce d'idée de quota et de contrôle des gens qui arrivent va vraiment s'implanter de plus en plus. Ça affecte pas directement la migration canadienne-française dans le sens où, premièrement, on n'arrive pas par bateau. C'est quand même un petit peu plus facile de passer. Mais c'est plutôt le fait qu'avant, c'était tellement facile justement de circuler d'un côté et de l'autre qu'il n'y avait pas beaucoup de barrières à la circulation. Tandis qu'à partir du moment où la bureaucratie augmente, il y a de plus en plus de contrôle. Et là, tout d'un coup, en plus, les perspectives économiques avec la dépression rendent ça encore moins intéressant. Ben là, tout d'un coup, c'est pas qu'on a jamais interdit ou bloqué là, carrément l'immigration des Canadiens français aux États-Unis. C'est juste qu'il y a eu... On peut parler là, autour de 1930 comme d'une cassure de ces grandes vagues migratoires ouvrières vers les États-Unis. Vous dites aussi qu'au Québec, on s'est souvent intéressé, la recherche en histoire, sur la mobilité par rapport à l'Europe, entre autres. Surtout en histoire culturelle, oui. Et dans des formes artistiques légitimes. Parce que là, on parle de Mary Travers, on parle de Jean Grimaldi. Jean Grimaldi, qui est le père de Francine. Ouais. C'est lui qui a organisé les tournées du père d'Olivier Guimond et non, pas du père. Père et fils. Père et fils, voilà, c'est ça. Tout ce théâtre-là, qui ici était regardé de haut. Alors, c'est quand même intéressant que vous vous y replongiez pour changer un peu la perception qu'on a de cet art-là. Que ce soit Mary Travers ou le théâtre burlesque, c'est beaucoup en quittant le Québec pour la Nouvelle-Angleterre qu'ils ont acquis une renommée et qui sont redevenus populaires ici. Oui, dans plusieurs cas, oui. C'est un peu user des codes qui se développaient à ce moment-là de la culture de la célébrité, qui était plus facilement accessible aux États-Unis parce que, premièrement, il y avait une plus grande accessibilité des médias imprimés dans les petites villes où il y avait des francophones aux États-Unis et aussi parce qu'il y avait peut-être un peu moins ces normes sociales, cette application des normes sociales un peu plus serrée qu'il y avait ici au Québec et qui a fait en sorte que des vedettes du burlesque, là, justement, comme Manda Parent, Olivier Guimond, père et fils et compagnie. Ici, si on se met à chercher, à part dans les archives à la BANQ, puis regarder là, les publicités en tant que telles et tout, mais si on fouille dans les journaux québécois de la période, qui est, mettons, disons, de la fin des années 20 au début des années 40, il y a très, 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 très peu de mention de ces artistes-là, jusqu'à l'arrivée de médias qui sont consacrés aux vedettes, aux célébrités et à la culture, comme Radio Monde en 1939. Il n'y a pas grand-chose. On ne parle pas beaucoup d'eux. Quand on regarde les journaux... Alors qu'ils existent. Ah, ils existent, absolument. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne super bien. En fait, la grande crise va avoir un impact négatif beaucoup plus sur le théâtre institutionnel que sur la variété et le burlesque. Oui, puis ça, c'est quelque chose qui a été observé aux États-Unis aussi. En général, dans les périodes de crise, ces formes-là d'art plus populaires, parce qu'ils sont déjà abordables, réussissent à garder... Fédèrent plus de monde. Exact, et ça fait même en sorte qu'il y a des acteurs qui sont considérés faisant partie d'un théâtre plus légitime qui vont se joindre à des troupes qui sont jugées moins légitimes parce que c'est la seule façon de faire une pièce à ce moment-là. Mais oui, donc il y a cette comparaison-là que je trouve intéressante d'un point de vue un peu méta, là, d'un point de vue un peu historiographique entre toutes ces mentions qu'il y a autant dans l'historiographie savante que dans ce que j'appellerais la mémoire publique, donc dans toutes les références à l'histoire qu'on fait dans l'espace public, à ces fameux retours d'Europe, autant des littéraires du début du 20e siècle que des fameux chansonniers des années 50, 60, 70 qui ont tous leur retour d'Europe et qui vont tous avoir leur triomphe en Europe. Et on ne pense jamais à parler de la carrière de ces artistes-là comme Jean Grimaldi. Enfin, on ne pense pas. Des fois, c'est juste une question qu'on n'est pas rendu là dans l'historiographie. On n'a pas encore ouvert cette porte-là. Mais bref, on n'avait pas eu le réflexe avant cet essai-là, tant que ça, de l'aborder d'un point de vue transnational. Donc, c'est pas... Quand on va faire un show aux États-Unis, on est dans un autre pays quand même. Mais c'est ça, oui, mais avouez, Pierre Lavoie, que je pense pas que c'est un hasard qu'on n'a pas regardé de ce côté-là. Je pense que ça parle aussi sur la façon qu'on a envie, ou en tout cas qu'on a eu envie collectivement de se raconter.
puis que les Franco-Américains, c'est un peu un échec. C'est la discipline historique, même si ça fait très longtemps qu'il y a des pratiques historiennes qui sortent du cadre national. Là, de dire que c'est ma génération ou la génération précédente qui aurait inventé l'histoire transnationale ou l'histoire globale, c'est de la foutaise. Là. Ça fait longtemps qu'on le fait, mais ça reste que c'est... Mais ça n'a pas percolé. Dans tout. Et c'est là qu'on voit il y a des intersections qui sont vraiment intéressantes entre justement la question historique, patrimoniale, mémorielle, la question culturelle, puis la question identitaire. C'est qu'on dirait qu'il y a des informations qui se perdent dans la translation entre différentes choses. Et moi, ce que c'est pas tant ce que j'ai essayé de trouver, mais plutôt ce que j'ai fini par trouver à force de me poser des nouvelles questions, c'est tous ces liens-là qu'il y avait entre la hiérarchisation culturelle, le jugement esthétique à différentes périodes et la façon dont on a mis en récit autant notre identité que notre passé. Et là, j'utilise sciemment le nôtre, là. Donc, dans cette idée nationale de nous créer un passé, de nous créer une identité, il y a des places de la culture qui ont... C'est pas toujours des actions qui sont très, très, très volontaires, mais il y a des choses il y a une partie de notre cerveau qui veut peut-être mettre de côté un peu. Et je trouvais ça doublement intéressant en lisant votre essai que autant la figure du coureur des bois est sollicitée souvent, encore aujourd'hui. Des gens comme Biz, entre autres, l'ont même mis en roman. Bon, puis Serge Bouchard aussi. Le mouvement, la migration, moi, ça fait partie. En tout cas, en lisant votre essai, on se rend compte que ça a fait partie de notre identité beaucoup plus longtemps que la période des coureurs des bois. Puis après ça, on devient sédentaire. Je résume à grands traits, là. Mais reste que ça s'inscrit dans cette mouvance-là, moi, je trouve qu'on a un peu oublié. C'est complexe, ces questions-là d'oubli quand on parle de façon collective. Oui. Parce que... Oui, mais je l'exprime pas bien. Non, je pense qu'en fait, ça exprime très bien quelque chose qui est véhiculé ou qui est perçu. Ouais. Dans le sens où, en effet, si on regarde la centralité du phénomène migratoire ouvrier canadien-français, pas juste aux États-Unis, mais en Amérique du Nord en général, vers le reste des autres provinces canadiennes aussi, et aussi des Canadiens anglais. Hein. C'est une des principales thèses de mon directeur de thèse, justement, mon directeur de doctorat, qui a montré que, non, c'est pas un phénomène canadien-français, c'est un phénomène nord-américain qui se produit, puis le Canada va vers les États-Unis à ce moment-là. Mais bref, tout ça pour dire que il y a, en effet, quelque chose de tellement central à cette migration-là qui nous fait dire, crime, c'est tellement central, comment ça, on n'en parle pas plus? Oui. Mais après ça, on se rend compte, quand on se met à fouiller un petit peu à différentes époques, il y a toujours des pointes d'intérêt. T'sais, une que je note dans le dernier chapitre du livre, c'est la fameuse période là, Lac-Mead jusqu'au deuxième référendum. Là, juste un peu avant, on a les tisserands du pouvoir de Fournier qui va sortir. Et il va y avoir une période d'animation. Il va y avoir une période d'animation autour de l'idée des migrations canadiennes-françaises. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'à ce moment-là, on donne une fonction à cette histoire-là au Québec. On se réapproprie cette histoire-là pour regarder un échec en devenir si on fait la même chose, si on fait pas, si on se sépare pas, si on prend pas les rênes de notre destinée. Parlons de cette série-là, parce que vous ouvrez la parenthèse, mais est-ce que le discours qui est mis de l'avant par les auteurs de cette série-là et par le réalisateur respecte ce que vous trouviez en parallèle dans vos recherches historiques, où il y avait vraiment une espèce de manipulation de ce récit-là? La réponse très simple, c'est il y a une manipulation totale. Il y a à la fois... C'est ça que je voulais entendre. Ce qui faut souligner, par contre, puis ça, je prends la peine de le souligner dans le livre, il y a de la vraie bonne recherche qui a été faite par l'équipe. Oui. Absolument. Il y a plusieurs choses qui sont respectées, puis je trouve qu'au niveau de la transmission des affects, là, notamment, il y a quelque chose que je trouve qui passe bien dans cette... je dis les films parce qu'au départ, ça a été tourné comme des films. Ça a été recoupé en mini-série après. Là. Mais il y a beaucoup de choses, surtout dans le discours médiatique de Fournier, qui donne les pistes de lecture au public. Fait qu'en gros, lui va beaucoup mettre l'accent sur des espèces de divagations par rapport à la question migratoire qu'il y a, la question démographique aussi qu'il y a à ce moment-là. Là, j'ai pas les chiffres exacts devant moi, mais il va dire des choses comme si ces gens-là n'étaient pas partis, on serait 13 millions au Québec. Ça, c'était très à la mode à l'époque. Très à la mode. Donc, on serait une puissance. On serait très grand, on serait une puissance. Fait qu'il y a beaucoup cette idée-là de la perte. Il y a cette idée-là de toute façon, en fait, de toucher
toujours parler d'eux comme s'ils étaient morts, là, de Oui. toujours parler des Franco-Américains comme s'ils étaient plus là. Non. Fait que c'est vraiment... Maintenant, je pense que plus récemment, là, on a entendu plus dans les médias la question de la louisianisation au Oui. Québec. Là. On a utilisé les Franco-Américains de la même façon à certains moments de l'histoire. Donc, cette idée-là qu'on regarde quelque chose qui, à nos yeux, serait mort ou sur le point de mourir et on se dit c'est le chemin à ne pas prendre. Vous le dites dans votre livre aussi, c'est que cette migration-là, je pense que vous citez Georges-Étienne Cartier, mais finalement, on n'est pas sûr que c'est Non, lui ouais. qui disait « Laissez-les partir, c'est la canaille qui s'en va Ouais. ». Après ça, le discours va se transformer. Ces migrants-là, Canadiens-Français, vont devenir une espèce de des soldats d'avant-garde de la transmission de la culture canadienne-française. Ça, c'est les élites franco-américaines qui vont dire ça, je crois. Et certaines, un peu du côté du Québec aussi, les élites canadiennes françaises, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Hein, c'est que On va manipuler, en fait. les gens vivent. Oui. Mettons, les gens, là, j'aime pas ça, là, tomber dans des idées de peuple, puis le vrai peuple. Non, il n'y a pas de vrai peuple. Bon. Mais le point étant, là, ces ouvriers et ouvrières et leurs familles qui circulent, ben là, ils vivent leur quotidien, puis ils font toutes ces choses-là. Là, et il y a des gens dans les sphères politiques, culturelles, qui vont développer des discours sur ces gens-là. C'est de ça qu'on parle en ce moment. Voilà. Puis, il va y avoir là, vraiment là, du yo-yo qui va être fait à partir du milieu du 19e siècle jusqu'au moment où on arrête pas mal d'en parler, au milieu du 20e siècle. Là. Il va y avoir un yo-yo entre laissez-les donc partir, c'est des traites de toute façon. Et non, mais tu sais, ils sont en train d'étendre la civilisation canadienne-française à travers l'Amérique du Nord. Et donc, ce sont des missionnaires, ce sont des soldats d'avant-garde de la civilisation française, dans une définition très conservatrice et catholique de la civilisation française. On va prendre un pas de recul. Le Québec est un sous-marché du marché nord-américain du spectacle dans la période qui nous occupe dans votre livre, on peut dire ça? Fait partie des circuits, ouais, c'est ça. Montréal et Québec et progressivement Trois-Rivières et Sherbrooke font partie des circuits. Les grosses compagnies, les trusts établis en particulier à New York, là, jusqu'à ce que Hollywood, dans le domaine du cinéma et un peu de la musique, devienne après ça un autre pôle. Mais à la fin du 19e, début du 20e, les circuits partent de New York et Montréal et Québec sont considérés comme faisant partie du marché intérieur, là, carrément. La plupart des pièces de théâtre qui viennent sont en anglais. Oui, la plupart, et en tout cas les plus populaires aussi. Beaucoup de francophones vont aller voir du spectacle en anglais, pas nécessairement parce qu'ils ont envie d'aller le voir en anglais, mais parce que l'offre, le type d'offre leur plaît plus aussi. Là. Et c'est le Vaudeville qui va... des gens comme Paul Cazeneuve, là, qui est un Français qui va venir s'installer ici, lui, en fait, va tenter de produire des grandes productions théâtrales. Le théâtre de Cazeneuve, justement, au début du 20e siècle, dans une certaine mesure, comme le théâtre qu'on va voir à l'Arcade dans les années 30, tout ça, on peut, qu'on qualifiait de théâtre de vedette là, à ce moment-là, on peut en parler d'une certaine façon, c'est populaire. Donc, ça vise à aller chercher le public avec certaines stratégies et tout, mais ça reste que c'est un théâtre qui bénéficie d'une certaine légitimité. Okay. Alors que le théâtre qui va se développer dans les petites salles de l'est de l'île, puis en tournée, surtout dans les années 10, 20, 30... Ça, c'est regardé de haut un peu. C'est pas regardé. Du tout. Dans le fond, le théâtre de Paul Cazeneuve, pour résumer, c'est un peu Denise Filiatro au rideau vert. C'est pas le TNM. Oui, mais c'est légitime, mais c'est pas du grand théâtre. Ça flirte entre les deux. Bon, voilà, okay. Ça flirte entre les deux. OK. Bon. Mais l'image est bonne. Bon, voilà, OK. Parallèlement à ça, donc cette époque-là, il va y avoir une c'est moi qui l'utilise, là, une pré-célinedisation de certaines figures d'ici qui vont avoir du succès aux États-Unis. On parle des gens que je ne connaissais pas, à part Emma Albany, parce que Serge Bouchard en a parlé. Vous parlez de Louise Baudet, originaire de Lotbinière, qui va devenir une grande actrice du répertoire théâtral classique aux États-Unis. Eva Tanguay, qui va être une comédienne aussi, qui va devenir une grande vedette du vaudeville américain. Et ces deux figures-là ne vont jamais se revendiquer. Ou en tout cas, ne vont pas créer leur persona public là, autour de ça du tout. De leur ascendance canadienne-française. Tout à fait. C'est ça, une des principales différences qu'il va y avoir entre des vedettes des circuits
intra-francophones, je sais pas trop comment dire, mais comme Mary Travers et tout ça, qui vont seulement cibler les marchés francophones, autant au Québec qu'en Nouvelle-Angleterre, qu'en Ontario, que dans les Maritimes, et qui, eux, vont jouer sur leur identité canadienne-française parce que ça paye au niveau local, dans les communautés francophones. Alors qu'au niveau national, international, dans les grandes industries culturelles états-uniennes, un Rudy Valley, par exemple, qui est un fils de franco-américain et d'irlando-américaine. Ces deux identités-là qu'il a derrière lui sont des identités migrantes et ouvrières qui ne sont pas très valorisées, légitimes d'un point de vue culturel, surtout dans les sphères culturelles. Voilà. Alors que s'il avait été, par exemple, italo-américain, il y a la réputation de... Même si les italo-américains sont aussi des ouvriers migrants, mais il y a cette réputation de l'opéra, par exemple, de certaines choses. Pour revenir à la question des franco-américains et de leur usage de la filiation française plutôt que canadienne-française, c'est ça qu'on va essayer de reproduire. Puis ça, on le voit très bien là, dans les premières décennies du 20e siècle. L'élite franco-américaine, de plus en plus, projette ses symboles, se revendique dans sa filiation longue avec la présence française en Amérique du Nord. Et on va beaucoup jouer sur les codes de la fraternité franco-américaine, au sens France-États-Unis, depuis la guerre d'indépendance, la Statue de la Liberté, tout ça. Et on va beaucoup jouer sur ces codes-là, alors qu'on a peu à aller chercher dans l'identité ouvrière et migrante qui est celle des Canadiens français aux États-Unis. Il y a quand même des lois qui s'installent à la même époque pour interdire l'enseignement du français dans les écoles de Nouvelle-Angleterre. Si on le prend au niveau régional, là, en Nouvelle-Angleterre, tout à fait, il y a vraiment une réticence, pas nécessairement juste aux Canadiens français en particulier, mais à tous ces catholiques. On est beaucoup dans l'espèce d'opposition entre protestants et catholiques aussi à ce moment-là. Et dans la décennie 1910, c'est là que va beaucoup se matérialiser de choses. C'est assez dur des fois de mettre le doigt sur la raison, mais en histoire, c'est souvent, il y a plusieurs raisons. Là. On assiste à énormément de migration à la fin du 19e, début du 20e siècle vers les États-Unis. Et là, en plus, il y a la Première Guerre mondiale qui vient créer plein de suspicions envers d'autres nations parce qu'il peut y avoir des traites partout, tout ça. Et donc, ça va vraiment là, donner du gaz au mouvement nativisme, au mouvement d'américanisation qui prend plusieurs formes autour de 1915-1920, notamment une recrudescence du Ku Klux Klan qui était presque en dormance depuis la fin du 19e siècle. Et là, il va s'étendre à travers les États-Unis, non seulement... Jusqu'au Maine, va être très, très, très influent dans le Maine, au Canada aussi, en passant. Et il va y avoir des paroisses canadiennes-françaises, irlando-américaines aussi, que les églises vont être brûlées parce que c'est des églises catholiques et tout ça. Cette pression-là qui vient des groupes terroristes, violents comme le Ku Klux Klan, mais qui vient aussi de l'État. Donc, au niveau municipal, étatique et national, il va y avoir des campagnes pour que les gens s'américanise au sens de prendre l'anglais comme langue de quotidienne, donc de se mettre à voter, d'exercer ses droits civiques et tout ça. Et ça crée un contexte dans lequel un jeune homme qui naît en 1900 dans le Maine, comme Rudy Valley, bien entendu, va sentir ces pressions-là et va bien comprendre qu'il a beaucoup plus intérêt à s'associer à la culture nationale dominante qu'à une identité culturelle ouvrière canadienne-française du Maine. On va parler de Mary Travers, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi le choix de ne pas l'appeler la Bolduc quand vous en parlez dans votre livre? Je souhaitais, premièrement, distancier la femme de la figure historique. Deuxièmement, à cause de ce qu'elle représente, à mon avis, c'est bien de séparer aussi son nom de personnage de scène qui était Madame Édouard Bolduc, avec tout ce que ça a de connotation de « je suis une mère, bonne mère canadienne-française qui porte le nom de son mari », ce qui est absolument la norme de l'époque, là. Mais bref, et de distancier cette persona artistique-là de la femme, de l'entrepreneur. Ensuite, il y a aussi pour mettre de l'avant le fait que son père est irlando-canadien et qu'elle a appris l'anglais avant le français. C'est pas Marie Travers, c'est Mary Travers. Voilà. Il y a un Y à son nom. Oui, parce que vous vous rappelez qu'elle a été figée dans une identité, c'est-à-dire c'est la chanteuse de la crise. C'est celle qui a inventé le folklore. non, mais... non, je comprends. C'est beaucoup plus riche et dense, ce qu'elle a fait. Il y a des omissions dans sa biographie, qu'elle a commencé à faire ça un peu par dépit parce que son mari avait eu un accident et il ne pouvait pas travailler. C'est un peu vrai, mais en même temps, c'est plus que ça. Parce que vous lui redonnez une agentivité que
le récit national ne lui donne pas. Oui, oui, puis il y a toujours cette notion-là dans les usages du passé de on prend bien ce qu'on veut au moment où on le veut parce que ça sert quelque chose et que ça correspond à des valeurs. Et oui, en effet, il y aurait beaucoup plus de place en ce moment pour que la vraie Mary Travers ressorte. Mais c'était d'ailleurs le cas, ça, je l'aborde un peu dans le livre, mais c'était d'ailleurs un peu plus le cas au début des années 90, quand toutes les questions identitaires au Québec et civiques qui se passaient autour de, justement, on parlait de la période constitutionnelle, les débats constitutionnels entre le lac Meech et le deuxième référendum, on le voit dans la patrimonialisation et dans les représentations de la Bolduc à ce moment-là, qu'il y a un moment d'instabilité et qu'on peut aller dans plusieurs directions. Hein? C'est vraiment intéressant. On fait ressortir un peu plus sa modernité, justement. On fait ressortir un petit peu plus son côté ouvrier, son côté bilingue, son côté... Ça ressort un petit peu plus parce qu'il y a de l'instabilité. Vous vous rappelez qu'elle s'est d'abord fait connaître par un public aisé? Oui, ça, en fait, c'est Luc Bellemare, notamment, qui est un musicologue de grand talent, qui a fait ressortir cet aspect-là à partir des prix de billets. Parce qu'il y a beaucoup, justement, dans la mythologie de la Bolduc. Quand je parle de la Bolduc, je parle toujours de l'idée, de la figure historique. Donc, dans la mythologie de la Bolduc, il y a cette idée-là de... Elle jouait pour ses compatriotes canadiens-français, les Gaspésiens, qui étaient tous à Montréal dans un shop de Robert. Puis Et elle commence au Monument National. Elle commence devant un public qui, oui, des fois un peu plus populaire, mais en général, qui est assez aisé. Si ma mémoire me sert bien, les prix de billets là, à 1,10 à ce moment-là. C'est beaucoup. C'est pas du tout le billet à 5 cents dans un c'est ça, dans un Nickelodeon ou dans à l'autre bout de la Sainte-Catherine. Donc, il faut pas oublier le contexte. Là. C'est à la fois des spectacles qui sont populaires au sens dans une tradition un peu vaudeville. C'est très comique. Les veillées du bon vieux temps, là, c'est pas des spectacles solennels là, de folklore traditionnel et tout. C'est des soirées très animées, très drôles. Bon, mais c'est quand même au centre-ville, au Monument National, les billets sont chers, dans un contexte où on doit mettre de l'avant l'identité canadienne-française devant un certain public. Donc, parlons-en particulier. de ces veillées du bon vieux temps, parce que vous les décrivez, ça s'inspire, ces soirées-là, du travail de Marius Barbeau et de l'historien Édouard Zotique-Mascotte. Marius Barbeau, qui est c'est un grand universitaire. Oui. Si on le replace à son époque, là, qui a étudié à l'Université de Chicago, qui a étudié en France, qui a une perspective sur le folklore qui, pour la période, n'est pas du tout rétrograde. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il y a quelque chose dans cette entreprise de conservation-là qui, malgré les précautions scientifiques, est orienté, est teinté. Il y a dans cette période de grande mobilité, la fin du 19e, début 20e, l'urbanisation, l'industrialisation, la modernité. Il y a beaucoup cette idée dans plusieurs sphères sociales et culturelles, qu'on est en train de perdre des choses. Tiens. Et on est en train, notamment, on est à un moment où de grande effervescence des constructions nationales. Là, on construit la nation un peu partout dans le monde. Là, on donne forme à cette idée, à cette conception particulière de l'identité politique qui est la nation. Et le folklore va devenir une façon un outil absolument de donner une profondeur culturelle et historique à cette idée de peuple qui est associée à la nation. Et c'est dans ce contexte-là qui est loin d'être homogène, où à la fois va se développer une pratique dite scientifique du folklore, mais aussi des spectacles de variété qui vont être inspirés de ce cadre folklorique-là. Qui se veulent partiellement authentiques ou qui se disent. Ils ont tous de vrais vieillards dans leur troupe. Ils ont tous les vrais costumes du vrai bon vieux temps. Fait qu'on joue beaucoup avec cette idée d'authenticité-là. J'ai eu la chance de travailler un petit peu avec l'historien culturel Michael Denning, qui l'a fait aux États-Unis avec d'autres courants culturels, mais on se rend compte que parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été pour la première fois médiatisées dans les années 20-30, ou pour la première fois enregistrées, pour la première fois mis sur partition dans la chanson folklorique ou la chanson vernaculaire et tout ça, ça va être
associé dans les générations précédentes à l'idée de folklore. Juste parce que c'est la première trace sonore qu'on a. Ça fige. Ça fige dans le temps. Puis là, on se met à se dire, ah ben ça, tu sais, mettons justement, là, les affaires, tout ce qui est de la bonne chanson, ça, c'était la chanson de nos ancêtres. Alors que la plupart des choses ont été composées par des clercs de la fin des années 30 et du début des années 40. C'est fou, ça. Ouais. Mary Travers va partir en tournée et c'est beaucoup ça qui va créer son identité artistique et sa pratique, en fait. Moi, ce qui m'a frappé en tombant dans les archives et en me mettant vraiment à observer les documents qui sont disponibles à son propos, au Musée de la Gaspésie, à BNQ, tout ça, à cause de la mémoire publique, de tout ce qui m'entourait, elle était extrêmement figée dans le Canada français, dans le Québec, le territoire du Québec. Et là, on se rend compte, en fouillant dans les archives comme ça, que il y a pratiquement plus de documents sur ces spectacles aux États-Unis qu'au Québec. On commence à se poser des questions et là, on se rend compte que, en effet, elle a été une très, très, très grande vendeuse de disques là, au Québec. Là. C'est pas du tout de dire qu'elle n'était pas populaire ici, mais c'est que d'un point de vue de sa carrière de spectacle de scène, il y a plus de traces, du moins, de ses succès aux États-Unis devant des salles de 2000 personnes, de 1500 personnes, de pages complètes dans les journaux avec son visage reproduit, de comptes rendus de ses spectacles, chose qu'on voit jamais dans les journaux au Québec. Et donc, on se rend compte à travers les archives que, entre, disons, 1934 et 1937, principal pôle de ses activités de scène à ce moment-là est aux États-Unis. Vous vous rappelez que Mary Travers et les femmes qui faisaient de la tournée, parce qu'on va parler de Jean Grimaldi tantôt, mais il y avait des femmes, le traitement était assez égalitaire. Dans ce milieu-là, oui, ce que moi j'ai pu constater. C'est intéressant, ça? Oui, absolument. Puis c'est pas anodin. Qui était la directrice de la troupe? C'est Mme Bolduc Travers. Qui était la directrice de la troupe de Rose Ouellette? Ben, c'était Rose Ouellette. Voilà. C'était des femmes d'affaires. C'est des femmes d'affaires. C'est des femmes d'affaires avec une poigne. C'est des femmes d'affaires qui connaissaient bien le milieu. Et oui, en effet, quand on regarde les cachets qui étaient donnés aux différents artistes des troupes, au contraire, très souvent, les artistes féminines sont plus rémunérés que les hommes dans les troupes de Mary Travers, de Rose Ouellette et compagnie. Et d'un point de vue peut-être plus pratico-pratique, c'est ce que j'essaie de montrer un petit peu aussi à travers la figure de Mary Travers dans le livre, en retombant dans ses correspondances avec sa famille. C'est encore une fois, deux choses peuvent être vraies en même temps. Elle est déchirée, ses enfants sont loin. Elle aimerait ça les voir plus. Elle a la charge mentale de s'assurer que tout le monde est habillé. Absolument. Dans les lettres, là, vous irez lire le livre, c'est tout reproduit. Mais elle est à distance et elle demande à sa grande fille, « Papa, il boit-tu? Il est en train de boire la paye? » Bon. C'est ça. Et en même temps, on voit les photos. Puis là, même, c'est très d'actualité. Je me suis fait envoyer cette semaine un lien de l'excellente conservatrice au Musée de la Gaspésie, Vicky Boulay, qui viennent de sortir le premier film qu'on connaît de la Bolduc, qui est juste un petit extrait de film dans lequel on la voit sur un pont, je pense en tournée en 1940, là, juste avant de décéder. Bref, sur toutes les images qu'on a d'elle, on la voit à quel point elle est émancipée en tournée. Elle est souriante, elle se costume, elle aime ça être avec le... Donc, ces deux choses-là sont vraies et... oui. On va tout de suite parler de Jean Grimaldi parce que c'est lié quand même et ça va nous permettre de nous donner une idée. C'était quel genre de circuit que pouvaient faire ces artistes-là en Nouvelle-Angleterre, quel genre de spectacle, c'était quoi le ton, c'était quoi le... Bon, Jean Grimaldi qui est lui-même un immigrant. Oui, Corse. Ouais. Il va faire partie de cette vague d'entrepreneurs et d'artistes, d'entrepreneurs culturels des années 30 et 40 qui vont nourrir cette culture de la célébrité-là qui va mener à ce qu'on pourrait appeler un showbiz québécois. Là. Parce qu'on parle beaucoup des années 60 comme l'année zéro du showbiz québécois, mais il y a eu des gens avant ça qui ont travaillé. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Il arrive au Québec à peu près à quelle année? 1927. Il va arriver avec ses frères. Sont une fratrie de Grimaldi et Corse. Des frères corse. Qui débarquent au Québec, la plupart là, pour essayer de s'établir dans le milieu du divertissement. Et la grande rencontre, c'est vraiment là, en 1932, il va faire la rencontre de Mary Travers qui va lui demander de diriger certaines de ses tournées. Donc, elle va déléguer de l'organisation à Grimaldi, qui va par ailleurs, tout au long là, de sa carrière, jusque dans les années 50, va continuer lui-même à être un artiste de scène. Il va continuer à participer à des numéros. Mais ce moment-là, ce qui a de charnière, c'est que ça va le mettre sur cette lignée-là qui va faire de lui probablement des plus grands directeurs de tournée francophones en Amérique du Nord pour la période 1930, 1940, 1950. Lui, il va
investir. Il va vraiment là, y aller la tête la première, le marché franco-américain, et il va systématiser ces tournées-là. Il va parfois y avoir, là, au début des années 40, 4 troupes Grimaldi qui se promènent en même temps en Nouvelle-Angleterre avec chacune leur spécialisation. Donc, la troupe plus du bon vieux temps, la troupe plus de comédie, mais au final, ils ont tous des comédiens burlesques dedans, là. Mais ça reste qu'il va spécialiser des troupes. Il va même avoir des adresses permanentes à Lewiston, au Maine, puis dans le Rhode Island aussi. Il va essayer d'acheter un hôtel puis d'ouvrir une salle là-bas. Ça fonctionne pas. Mais bref, il y a vraiment l'établissement d'un circuit de tournée. Donc, il va faire ce que Broadway a fait vers Montréal quelques décennies plus tôt. Ben, lui, il va le retourner d'un point de vue francophone de Montréal vers les États-Unis. Ce phénomène-là, j'imagine, est boudé par la presse montréalaise et québécoise de l'époque? Dans un contexte où il y a à la fois des élites religieuses, des élites socio-économiques qui essaient de se distinguer par la grandeur de la culture qu'ils consomment, il y a des endroits du culturel comme ces spectacles de théâtre burlesque qui sont carrément juste honnis. Voilà. Ça, c'est de la slum. Là. On laisse ça dans un quartier pauvre de la ville. C'est le faubourg Ramlas. Ça parle tout croche. Et c'est surtout le middle brow, l'espèce de culture moyenne qu'entre les deux qui se fait varloper dans les médias. Fait que, mettons, les veillées du bon vieux temps d'un Conrad Gauthier qui se passe au Monument National, là, quand même. C'est plus ça qu'un Henri Letondal va varloper dans ses critiques de la fin des années 20, parce que, pas nécessairement celle de Conrad Gauthier, là, mais de ce type de veillée-là, parce que ça, c'est un divertissement que la classe moyenne ou qu'une certaine bourgeoisie risque quand même d'aller consommer, alors qu'il y a très peu de chances qu'elle se retrouve d'une façon, en tout cas, affichée, là, dans les théâtres de l'Est de la Sainte-Catherine. Bon, le circuit franco-américain, ces spectacles-là, là, c'est quoi exactement? C'est du cabaret, on mélange chansons, c'est de l'humour, est-ce que c'est des chansons folkloriques, y a-t-il des chansons grivoises? Comment on peut, si on veut donner une idée de ce que Jean Grimaldi produisait, ses tournées, quel genre de spectacle on trouve? Ça va évoluer tout au long de la période. Il y a vraiment là, quelque chose qui va se passer entre le modèle, là, je parle de Conrad Gauthier depuis tantôt, là, mais c'est cet artiste et metteur en scène et entrepreneur qui a vraiment popularisé les veillées du bon vieux temps dans les années 20 à Montréal, au Monument National. Mary Travers commence là. Ses premières expériences professionnelles sur scène sont dans ce contexte-là. Elle reprend ce modèle-là, l'adapte, l'amène sur la route au début des années 30, et c'est ces mêmes troupes-là qui vont former Jean Grimaldi, qui va prolonger ça dans les années 40. Qu'est-ce qu'on voit, mettons, dans le modèle des spectacles de Mary Travers et ensuite de Jean Grimaldi? C'est au sens très large des spectacles de variété. Donc, dans le même spectacle, il va y avoir à la fois des tours de chant, donc des gens qui vont venir chanter. Il va y avoir des sketchs comiques. Il va y avoir des petites pièces de théâtre, des fois plus mélodramatiques. Il va y avoir un enchaînement de ces différents numéros-là qui vont parfois être faits par... Lorsque la troupe lorsque le déplacement le permet, il va avoir un tout petit peu plus de spécialisation. Donc, en 1939, par exemple, on sait que sur la troupe de Jean Grimaldi, Mary Travers ne va faire partie que du tour de chant. Elle ne va pas participer à des pièces, à des numéros. Sa santé est un peu plus fragile et tout. Alors que dans d'autres contextes, tous les artistes vont participer à tout. Donc, le chanteur de chambre, Lionel Parent, dans certaines tournées de Grimaldi dans les années 40, il va venir participer comme jeune premier dans une comédie burlesque. C'est Alice Robbie, Muriel Millard, même chose. Ils vont venir intervenir comme comédienne. La radio arrive. La radio va être un facteur qui va favoriser l'émergence de la figure de Rudy Vallée, qui est peu connu aujourd'hui, évidemment ici, mais aux États-Unis non plus. C'est pas quelqu'un qui est resté... Alors que il y a, et c'est votre livre qui nous l'apprend, il a un petit peu créé tous les codes du chanteur crooner. Il est certainement là, dans l'espèce de trio qui a mis les bases des codes du crooner à la fin des années 20. Donc, son grand-père vient du Québec? Oui. De quelle région? Sa famille était établie principalement à Sainte-Anne-de-Bellevue. Donc, son grand-père vient de Sainte-Anne-de-Bellevue. Son père est né au Vermont. Dans un contexte où il a appris principalement le français. Et on se rend bien compte, là, en lisant les correspondances et tout, que son père entretient plus de relations avec la famille qui est encore au Québec, puis il retourne plus fréquemment au Québec. On parlait du va-et-vient au début de l'épisode. Là.
Son père est là-dedans. Son père, à partir d'un certain moment, là, quand la famille va déménager, quand Rudy Vallée est jeune, la famille va déménager dans le Maine, donc va s'éloigner encore un petit peu plus. Puis là, on se rend compte qu'il s'établit un peu plus, son commerce va mieux, propriétaire d'une petite pharmacie, donc il va bien s'établir là et il va avoir moins de contact un petit peu avec le Québec, mais c'est très clair là, dans les échanges que lui a une très bonne connaissance de Montréal, du Québec et tout, alors que Rudy Vallée, pas du tout. Okay. D'ailleurs, c'est Hubert Prieur Vallée de son vrai nom, Rudy étant son nom de scène qu'il adopte justement pour Pourquoi avoir choisi cette figure-là dans votre travail de recherche? Ça, c'est... Si on compare à Mary Travers et Jean Grimaldi, quand on parle de recherche inductive, là, de suivre des pistes et qu'elle nous donne des choses, il y a un des rares articles un peu plus long qui porte sur Mary Travers dans les journaux et revues canadiennes, françaises, montréalaises de l'époque, du début des années 30. C'est dans la revue populaire, il va y avoir un article dans lequel on va l'opposer à Rudy Vallée. Ah ouais! Et on va dire, si vous êtes tanné de ces chansonnettes superficielles et commerciales et blablabla de Rudy Vallée, allez écouter Madame Édouard Bolduc. Bon. Et là, elle est authentique. Elle est authentique. Et là, le petit accent aigu sur le nom Vallée me titille et je me mets à gratter et très rapidement, je me rends compte qu'il est un descendant d'immigrants canadiens-français, de migrants canadiens-français. Et là, tout d'un coup, ça vient apporter un volet qui manquait, à mon avis. Il y a toujours ce jeu d'échelle-là quand... On veut pas pousser la recherche dans une direction en particulier, mais il faut créer des cadres parce que sinon, ça va dans tous les sens. Vous finirez jamais votre doctorat. Exactement. Et il fallait, moi, je trouvais que c'était important qu'il y ait le miroir, qu'il y ait pas seulement les artistes qui sont établis à Montréal, qui vont vers les États-Unis, mais qu'on voit aussi dans ce jeu de construction de l'identité des francophones à travers la célébrité et les figures culturelles. Je voulais qu'on ait un exemple qui vient de l'autre côté, qui vient des États-Unis et qui reste plus ancré aux États-Unis. Parce que j'aurais pu prendre après ça, là, le petit détail qu'on n'a pas mentionné depuis le début, mais Mary Travers a été immigrante aux États-Unis. C'était dans mes notes, on l'a pas parlé, mais ils se sont installés. Ils se sont installés avec sa famille. Springfield, Massachusetts, en 1922, 21-22. Avec ses enfants. Ils vont revenir. Tous les artistes principaux que j'observe dans ce livre-là, c'est pour une raison particulière, c'est qu'ils ont à la fois un lien avec la tournée et aussi un lien avec la migration en tant que telle. Que ce soit de première main, donc si on fait l'expérience eux-mêmes en tant que migrants, ou l'expérience de l'ethnicité en tant que descendant de migrants. Et le cas de Rudy Vallée, pour moi, était particulièrement intéressant parce que contrairement à Mary Travers, qui a été migrante aux États-Unis, mais qui est beaucoup plus attachée au Québec, Lionel Parent, qui a migré avec sa famille. Lionel Parent, qui est un chanteur? Oui, qui est un chanteur de charme aussi. Bientôt il se fatigua de dire chic chic. Un matin, on entend dans la cour Chicory chick, chala chala, chickalaro, mais une bananica, balika, walika, c'est parfait. Chicory chick, ça y est. Vous aussi, quand vous serez fatigué à votre tour de dire la même chose chaque jour, faites comme le poulet qui trouva autre chose à dire. Allons, vous n'avez qu'à... Probablement celui qui a le plus vendu de disques au Québec dans les années 40. Là, plus que Mary Travers? C'est un petit peu décalé. Là. Lui, c'est surtout les années 40, elle, c'est surtout les années 30. Mais, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Pas grand-chose. C'est fou! Pas grand-chose. Je me souviens. Ouais, c'est ça. Hein? C'est encore une fois, quelle fonction aurait-il pu exercer dans la mémoire? Ben, on n'en a pas trouvé, fait qu'il n'est plus là. Donc, il y en a plein d'exemples comme ça d'artistes canadiens-français qui sont un pied de l'autre de la frontière, mais lui, il n'est pas d'un pied de l'autre de la frontière. Il est vraiment ancré dans la culture, même nationale dominante états-unienne. Et moi, ce qui m'a passionné dans cette partie-là de votre livre de Rudy Vallée, c'est un, de le découvrir, et de deux, moi qui est un moins aujourd'hui, mais qui a déjà été un grand lecteur de Marshall McLuhan, c'est que ça concorde avec l'apparition de la radio. Ouais. Donc, il y a tout un changement structurel de comment on met en scène la culture, et la radio va être fondamentale, évidemment. Je fais de la balado, j'ai fait de la radio, c'est mon médium de prédilection, mais pas de radio, pas de Rudy Vallée. Pas de radio, pas de Rudy Vallée. On pourrait résumer à ça. C'est... il va atteindre... Parce que tantôt, excusez-moi, c'est qu'on parle du burlesque, on parle des arts vivants. Il faut être dans une salle pour entendre ces gens-là. Et là, la radio change la donne parce que là, on peut se concentrer sur la voix, entre autres. Oui, puis on peut se concentrer sur la voix, puis on peut reproduire certaines ambiances aussi. Oui. Hein. Il y a quelque chose dans la mise en scène radiophonique des spectacles de Rudy Vallée où on va reproduire les sons d'un cabaret, les clignements des verres, comme ça. Il va autour de sa voix, dans le fond, son charisme,
son image va beaucoup partir de sa voix parlée aussi, parce qu'il est non seulement chanteur, mais il est animateur. Il est un peu le MC, là. Il est le maître de cérémonie de ses émissions de radio sur NBC. Et bref, il va avoir une certaine notoriété, célébrité régionale comme chef d'orchestre au milieu des années 20, notamment parce qu'il va jouer sur les orchestres collégiaux de l'Université du Maine, après ça de l'Université Yale. Progressivement, il va grossir son marché pour essayer d'intégrer les circuits de tournée des gros orchestres là, de New York là, des années, du milieu des années 20. Mais c'est vraiment au moment là, où il se met les pieds dans les studios de radio, il se met à animer, il se met à avoir son petit tagline, là, sa petite phrase « Hey ho everybody », sa voix, tout ça. Et là, on assiste à cette... Quand je parle de culture de la célébrité, là, il y a toute cette convergence médiatique-là qui va se faire autour de la radio. À la fois sa présence sur scène, sa présence sur disque, sa présence sur film, tout ça va un peu converger et tourner autour de sa figure publique qu'il bâtit avec son émission de radio et son commanditaire Fleischmann, la levure Fleischmann. Il faut savoir dans le contexte. Cette personne-là devient une méga star et il est commandité par une compagnie qui fait de la levure alimentaire. On va aller écouter un extrait de la chanson Mad Dog and the Englishman. On va aller écouter Rudy Vallée. In tropical climes, there are certain times of day when all the citizens retire to take their clothes off and perspire. It's one of those rules that's the greatest of fools to pay, because the sun is far too sultry and one must avoid its ultraviolet ray, 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 ray. Hubbadiddy, 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 how, bully, 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 ball, bully, 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 bully. Il existe des compilations sur les plateformes d'écoute. Si les gens veulent aller écouter, pour vrai, aller écouter ça, c'est vraiment intéressant. Il y a notamment As Time Goes By qui a été popularisé dans le film Casablanca. Ben, lui en a fait une version populaire. Ça, c'est aussi se remettre dans une autre période de l'histoire de la chanson et de l'histoire médiatique. On est à une période où souvent, tu sais, dans les années, mettons, 10, 20, jusqu'à temps justement qu'il y ait vraiment là, une recrudescence de la culture de la célébrité autour des chanteurs dans les années 30-40, la chanson est plus célèbre que ses interprètes souvent dans les années 20. Et on va voir justement Rudy Vallée. Moi, dans ma tête, même si j'ai fait de la recherche autour de lui, je l'associe à aucune chanson en particulier. Non. C'est juste, il a fait des reprises d'un, de l'autre. Il en a composé quelques-unes, mais c'est vraiment plus son association aux médias, aux médias radiophoniques qui le caractérise, bien plus qu'une chanson en particulier. Comment il construit avec un nouveau médium sa persona? De différentes façons. Tu sais, souvent, c'est assez difficile à la fois de sonder la psyché de quelqu'un à travers les archives, de voir vraiment qu'est-ce qu'il ressentait par rapport à l'identité nationale ou par rapport à son identité non culturelle. Et de la même façon, après ça, il y a seulement certaines choses qu'on peut attribuer à une stratégie commerciale. Par exemple, OK, ça, il a ajouté ça à son spectacle radiophonique pour créer telle chose. Ce qui est assez évident tout au long de ce qui a mené à sa célébrité. Donc, la décennie qui va de la fin de la Première Guerre mondiale à son ascension, si on veut, nationale en 1928-29, c'est qu'on voit très bien la façon par laquelle il va s'identifier, il va référer à lui-même en tant que typical New Englander, donc comme un homme de la Nouvelle-Angleterre tout à fait typique. Il va vraiment s'associer beaucoup à la culture WASP, la culture blanche américaine protestante. Et quand il va faire référence par moment à son côté français ou son côté irlandais, ça va être vraiment là, dans des clichés très détérioralisés, donc des clichés très superficiels. Donc, la France, c'est la romance. Je suis un romantique, tu sais. Je suis irlandais, fait que je suis intempestif. Je suis bagarreur un peu, tu sais. Mais il va jamais faire des tentatives pour s'associer ou se rapprocher à ces communautés réelles-là. Ça va vraiment être, là, on va jouer dans des clichés superficiels. Il va tenter de revenir à la page ici quand son étoile va pâlir aux États-Unis? Il y a comme un... Mettons, on peut parler de phase là, dans sa carrière. Il n'y a qu'un moment où il est une méga star et c'est de 1929 à 1932 environ. Méga star. On peut dire là, qu'il est probablement, là, c'est pas scientifique, là, mais il est dans les 5 plus grosses vedettes aux États-Unis. Ensuite, il va y avoir, pour différentes raisons, j'évoque certains travaux dans mon livre qui peuvent un peu expliquer pourquoi, oui, non, peut-être. Il a perdu un peu en popularité au profit de d'autres crooners, comme Bing Crosby, par exemple. C'est juste qu'en tant que chanteur, il y a un peu moins d'ascendant, il est un peu moins... D'ailleurs, on va mettre en question un peu ses réelles propensions artistiques et musicales.
Oui, ben en tant que crooner en général, là, c'est un style de chant qui est assez moqué par plusieurs critiques culturelles, critiques musicales de la période, parce que on est habitué à évaluer la qualité du chant avec beaucoup la question de la projection, la technique lyrique, tout ça, et avec l'avènement du microphone électrique, de l'amplification à partir du milieu des années 20, c'est là qu'on parle de crooning, donc susurrer, murmurer dans le micro, et là on va associer ça à de la faiblesse. Les hommes qui vont chanter comme ça, c'est des hommes faibles parce qu'ils sont pas capables de projeter fort. Puis bon. Mais oui, donc il va y avoir certaines critiques autour de ça, mais grosse période de popularité tournant des années 30, petit déclin de popularité en tant que chanteur, mais grosse vedette radiophonique. Puis après ça, il va faire toutes sortes de choses. Il va rester là, sur la scène publique là, dans les années 40, 50. Il va même faire de la télévision. On le voit dans des épisodes de Batman des années 60. Wow. Et il va continuer comme ça à en faire jusque dans les années 70, mais à un autre niveau, si on veut. Quand il vient à Montréal en 1936, c'est à ce moment-là où il est encore une grosse vedette de la radio aux États-Unis, mais qu'il est moins populaire comme chanteur, mettons. Fait que c'est un moment qui est particulier. Est-ce qu'il est connu déjà ici? Absolument. Les ondes radiophoniques, ça a fait grand débat. C'est une des raisons qui ont mené à la création de Radio-Canada. Les ondes radiophoniques des broadcasters comme NBC, tout ça, américains étaient captés ici. Puis souvent, les fréquences brouillaient nos fréquences parce que les antennes étaient plus puissantes. C'était la culture anglophone. Fait que j'imagine que ça menaçait la cohésion nationale. Alors là, on s'est dit comment on fait. Là, on va créer Radio-Canada. Oui, ben c'est ça. Très bon résumé. Très bon résumé. Donc, de la commission Heard à Radio-Canada. Il n'est jamais venu avant ça à Montréal parce que probablement beaucoup plus occupé à enregistrer ses émissions de radio. Et il va y avoir une campagne publicitaire qui va être faite autour de sa filiation identitaire avec le Canada français. Jamais. Et les gens sont plus ou moins dupes, ça marche moyen. Ça marche moyen, oui. Ça marche vraiment moyen. Il faut dire aussi le contexte, si on se resitue là, au milieu des années 30, fin des années 30, il y a des publications, il y a beaucoup de... Les intellectuels canadiens-français vont beaucoup écrire de textes anti-américanistes et ils vont beaucoup mettre la culture de l'avant comme étant un des principaux facteurs de notre américanisation. Donc, justement, le jazz, les crooners, le cinéma, tout ce qu'il y a de... C'est pas pour nous, tout ce qu'il y a de sensuel, puis de matériel, puis de... Non, ça, c'est pas pour nous. Et lui débarque en étant une des principales figures associées à la figure du crooner qui corrompt toutes les jeunes femmes canadiennes, françaises et catholiques. Et là, il débarque et tout d'un coup, il essaie de jouer la carte de l'enfant prodigue qui revient comme ça. Je suis de retour chez moi. Je suis de retour chez moi. Mais il reste aujourd'hui dans la mémoire musicale nord-américaine, Rudy Vallée, il reste pas grand-chose. On prétend que Bing Crosby arrive à un moment aussi où l'urbanité est mal vue. Tout ce qui est urbain aux États-Unis et la ruralité de Bing Crosby, le côté père de famille respectable, va beaucoup jouer et va le maintenir dans la mémoire. Ça, en fait, je réfère, dans ces passages-là, je réfère constamment à l'historienne culturelle états-unienne Alison McCracken qui a écrit un livre sur les crooners de cette période-là, Real Man Dancing. C'est sur les questions de genre, puis sur les questions de justement de la construction de la célébrité de ces artistes-là, de quelle façon elle a été faite, a influencé la façon dont ils ont perduré dans la mémoire. Voilà, c'est intéressant. Et elle oppose très souvent justement la figure de Bing Crosby qui va perdurer à celle de Rudy Vallée. C'est très intéressant. Je vous conseille la lecture Alison McCracken. C'est beaucoup basé sur cette lecture de Rudy Vallée. Il y a des questions de timing et des questions de ce qu'il projette. Fait que timing, Rudy Vallée est probablement la première figure et qui donc ramasse la plus grosse chaudière de critiques en premier avec cette façon-là d'être célèbre par le crooning. Bing Crosby arrive juste un petit peu après et peut donc un peu voir les chemins à éviter et tout. Après ça, il y a des questions comme le fait que la voix de Bing Crosby est plus profonde. C'est un baryton, une voix plus grave, plus masculine qui se conforme mieux aux normes de genre de la période. Donc, Rudy Vallée, pour plusieurs raisons, aurait un petit peu subi les espèces de contre-coups normatifs et culturels de la période pour les crooners et que Bing Crosby en aurait été un peu plus épargné. C'est fou. Ça prouve qu'on n'a pas toujours le contrôle sur notre destinée. Alors que, petit détail intéressant, Rudy Vallée est un obsédé de sa destinée. Je suis allé en Californie pour ses archives et là, ses archives étaient toutes rendues au American Radio Archives à Thousand Oaks et dès
kilomètres de papier conservé. Il avait dans sa gigantesque villa à Los Angeles, il avait une annexe simplement pour ses scrapbooks et ses archives personnelles. Il compilait de façon obsessive ses archives et il essayait d'avoir un contrôle sur le récit de sa vie et il n'en avait pas. Don't take it serious, it's too mysterious. You work, you save your worry soul, but you can't take your dough and you go. Je conclus, dans votre conclusion, il y a des choses vraiment intéressantes parce que vous parlez aussi de la patrimonialisation d'Olivier Guimond, fils. Ouais. Et vous dites qu'on met de côté aussi toute sa portion de sa carrière américaine, de son bilinguisme. Moi, aujourd'hui, puis on est beaucoup dans le discours identitaire présentement. Quand on lit votre livre, on se rend compte qu'il faut faire attention parce que c'est un terrain miné la plupart du temps. Oui. Dans ce qu'on retient ou dans ce qu'on veut bien retenir. Oui, puis ici, on veut faire là, une espèce de schéma pour comprendre la structure du livre un petit peu. Là. Les premiers chapitres on suit des artistes au temps de leur carrière. Oui. Et dans le dernier chapitre, il y a un genre de point d'orgue dans lequel je regarde de quelle façon on s'en est souvenu. Voilà. Donc, de quelle façon il y a des marqueurs qui se développent et qu'est-ce qu'on a retenu de la vie et de la carrière de ces artistes-là. Et oui, je pense que ça permet de voir, vous parlez d'un terrain miné, cette idée-là que les identités, qu'elles soient les identités collectives, qu'elles soient nationales, ethniques, tout ça, sont le fruit de construction, le fruit de prendre certaines choses, d'en laisser d'autres. Et je trouvais cet exemple-là particulièrement intéressant quand on a un cas où, à certains moments, ces gens-là, des deux côtés de la frontière, sont censés être des nous. Oui. Et à d'autres moments, sont des autres. Voilà. Et là, ça se met à bouger comme ça. Et certains d'entre eux sont plus associés à un nous qu'à un autre à un moment de leur vie et tout d'un coup, cette partie-là, par exemple, le bilinguisme d'Olivier Guimond, le fait qu'il a fait carrière en Nouvelle-Angleterre énormément, disparaît quand il devient un objet de fascination de la télévision au Québec. Et qui a fait le sketch de la crise d'octobre. Exactement. Il parle en anglais à la maison. Exactement. Ce qui n'est pas grave. Mais non, pas du tout. Oui. Il va rappeler aussi que Mary Travers, à l'époque, on l'appelait la Bolduc dans les années 60, on s'est demandé si c'était pas une séparatiste avant la lettre. En fait, j'ai fait le même... Je suis tombé dans le même piège en me demandant au début de l'entrevue si c'était féministe. Mais vous dites, il paraît que c'est un peu la faute de Gilles Vigneault. Willy Lamotte va le déplorer à l'époque. Puis vous dites, dans le fond, la Bolduc, c'est peut-être aussi ce qui permet de replacer la chanson plus loin aussi que Félix Leclerc. Fait qu'il y a cette idée aussi de se projeter dans le passé. Bon, c'est vraiment essai passionnant. 1000 après 1000. Célébrité immigration dans le nord-est américain. Pierre Lavoie, merci. C'est toujours disponible. Oui, absolument. C'est publié chez Boréal, donc disponible dans toute bonne librairie. Et bibliothèque publique de plus en plus. Oui. On va achetez-le. Merci Pierre Lavoie d'être venu. Vraiment, c'était passionnant. Merci beaucoup pour l'invitation. Salut. Salut. Voilà ce qui conclut ce 25e épisode de la balado. On est samedi soir. C'est très rare que j'enregistre une conclusion un samedi soir. Normalement, l'épisode est publié le matin. Mais là, j'ai pris une pause hier. Il faisait beau. En fait, j'ai commencé le montage le matin et Miville n'était pas à la garderie. Alors, on s'est amusé l'après-midi. On est allé faire du tricycle au parc et je me suis dit, hey, je vais lâcher prise. Parce que moi, j'ai tendance à être assez anal sur certaines affaires, dont ce rythme-là, samedi, il faut que ça soit prêt. Fait que j'ai déjà fini très tard les vendredis soirs le montage à une certaine époque. Là, ça va mieux parce que je maîtrise mieux le montage. Du moins, je l'espère. J'espère que vous l'entendez. Mais hier, je me suis dit, hey, c'est pas grave, les gens vont comprendre. Alors, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Et il y a quelques personnes qui m'ont écrit qui s'inquiétaient que l'épisode n'était pas prêt ce matin. Mais voilà, pour Pâques, pour la résurrection du Christ, cet épisode, ce 25e, est bouclé. Merci à Pierre Lavoie et que c'était passionnant. Pour vrai, procurez-vous ce livre. C'est quand même dense là, comme essai, mais c'est passionnant. Toute cette migration culturelle, plein de choses qu'on n'a pas abordées aussi dans l'entrevue, qui sont dans le livre. Les réactions des élites nationalistes à l'époque aussi par rapport à tous ces gens qui avaient une carrière
en Nouvelle-Angleterre qui revenait, puis découvrir toutes ces personnalités, Rudy Vallée entre autres, que j'écoute aujourd'hui. J'ai quelques compilations sur mon ordi. J'aime bien ça, écouter ça, même s'il n'est pas très sympathique. Là, comme vous allez voir quand vous allez lire le livre, là, Rudy Vallée n'est pas très sympathique. Ah oui, je dois corriger quelque chose. J'ai fait une erreur. Erreur sur la personne la semaine dernière, dans l'épisode 24, à la fin, quand je vous ai parlé de cette émission Société à Radio Ville-Marie. J'ai parlé d'un segment de cette émission animée par Nick Payne, et je parlais, entre autres, de René Villemur, le député du Bloc québécois léticien, mais je me suis trompé. C'était Rémi Villemur, son fils, qui était celui qui était sur le panel de discussion de l'émission Société. Rémi Villemur m'a envoyé un message tantôt parce qu'il trouvait que ça faisait pic-pic un peu de mélanger les deux, mais j'avoue que dans ma tête, c'est ça. Pour avoir croisé à plusieurs reprises René Villemur sur certains plateaux de Bazo à une autre époque, j'étais sûr que c'était lui. Mais non, c'était son fils Rémi Villemur. Alors voilà, je m'excuse pour la méprise, et pour le fils et pour le père, mais voilà. On termine en musique, bien sûr. Ça aurait été facile de vous sortir une chanson de la Bolduc, puis ça aurait été même tout à fait de bonne aloi, mais je me suis arrêté au titre, 1000 après 1000, et j'ai pensé vous offrir une version, parce que cette chanson-là, 1000 après 1000, évidemment, nous ici, on la connaît beaucoup de Willie Lamotte, mais dans le fond, à l'origine, elle a été composée en anglais, en 1969, par Jerry Jolie, et ça s'appelait Mile After Mile. C'est lui qui l'a chanté en premier. Non, excusez-moi, c'est Orval Prophète, un chanteur country canadien qui en a fait un numéro 1. Dans le fond, oui, il l'a sorti en 71 et elle a atteint le numéro 1 en 72 au Canada. Mais il y a plein d'autres mondes qui l'ont reprise. Patrick Normand, René Martel, Paul Brunel. Paul Brunel, j'ai un excellent album de Noël de Paul Brunel, de Noël Country. Stephen Faulkner l'a reprise. Laurent Jalbert, Les Respectables, Fred Pellerin et Céline Dion. Ça devait être très beau. Mais moi, je vous offre la version de Plume la Traverse, bien sûr. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu du Plume. C'est une version qui est en disqué sur l'album French Tour 80, qui est paru en 1980, avec plein de clins d'œil à des chansons composées visiblement en tournée en France, parce que Plume a pas tant, je pense, joué en Nouvelle-Angleterre, parce qu'il était pas assez vieux. Je ne sais pas s'il a fait une tournée aux États-Unis, mais je sais qu'en France, il y a eu un certain intérêt pour le travail de Plume la Traverse en France. Et l'album French Tour, qui n'est pas sur les plateformes, bien sûr. C'est pour ça que je trouvais ça cool de vous partager la version de 1000 après 1000, parce que je l'ai numérisé. Alors voilà, c'est ce que je vous offre sur cet excellent album, avec une pochette assez incroyable, avec entre autres Jerry Boulet, Claude Gauthier qui est sur la pochette, sont devant l'Olympia à Paris, et il y a les musiciens de Plume, évidemment. Il y a même Breen Leboeuf derrière, je crois. Ouais, peut-être probablement Corbeau, ils se sont croisés. Et je me demande même, complètement à droite sur la pochette, à moitié, avec un t-shirt de Mickey Mouse. Je me demande même si c'est pas Pierre Rouet. Alors voilà, très belle version de Plume la Traverse, 1000 après 1000. On se retrouve la semaine prochaine. Ma vie est un long chemin sans fin, et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes, c'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. 1000 après 1000, je suis triste. 1000 après 1000, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours me semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté. 1000 après 1000, je suis triste. 1000 après 1000, je m'ennuie. Jour
après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Un jour, quand mes voyages auront pris fin, et qu'au fond de moi j'aurai trouvé cette paix dont je sentais le besoin, à ce moment je pourrais m'arrêter. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer.